Marie Vastel, Michel Séauger, Geneviève Tellier, bonsoir. 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 Oui, nous allons reparler du troisième lien. Interpellation aujourd'hui du premier ministre et l'étude des crédits à l'Assemblée nationale. Je vous fais entendre un petit extrait sur les excuses. Ensuite, il y en aura pour tous, parce qu'il y a été beaucoup question de la participation du fédéral. Et jusqu'à quel point le fédéral ira, etc. Mais on écoute d'abord les questions sur les excuses. La ministre députée Chute de la Chaudière a reconnu que c'était une promesse brisée. Est-ce qu'elle a commis une erreur de reconnaître ça? Bien, écoutez, la promesse était faite en fonction d'un certain nombre de données. À partir du moment où les données sur lesquelles on se base pour faire une promesse changent, bien, moi, je considère pas que c'est une promesse brisée. Donc, ce n'est pas une promesse brisée, dit le premier ministre. Michel Séauger, évidemment, les oppositions n'allaient pas lâcher aujourd'hui lors de l'étude des crédits. Par ailleurs, on en a parlé plus tôt, M. Legault a dit on n'est pas prêt à donner aucun chiffre, aucun échéancier, là. Ça sera pour plus tard. Michel. Oui, bien, d'abord, oui, c'est une promesse brisée, monsieur. On a des citations de M. Legault, on n'a pu finir en disant « j'ai pas besoin d'études, le lien, la nécessité du troisième lien est évidente pour tout le monde, etc., etc. » Et on ne change pas d'idée sur la construction d'une infrastructure qui va durer des décennies et des décennies parce que les chiffres de jeudi passé de voitures sur le pont n'étaient pas les mêmes. Je sais que M. Legault se retranche derrière ça, mais c'est pas comme ça qu'on fait en gouvernance publique. Là. On dit pas, on a eu les chiffres du mois d'avril, ils sont pas bien bons. Ça ne tient pas. Alors, qui s'excuse pas à un moment donné, la question, c'est est-ce qu'ils auront plus sa promesse? Puis oui, ils auront plus sa promesse. Et si on se porte vers le futur, la question sur le troisième lien restant avec le transport en commun, questionné par les libéraux puis par Québec solidaire, M. Legault a dit le fédéral sera là à hauteur de 40 % et ça joue dans notre décision. Or, le député Marc Tanguay lui a dit oui, mais c'est pas illimité, le fédéral. Marie Vastel, est-ce que ça, c'est acquis, d'après vous, que peu importe le projet, il y aura 40 % de cette facture-là qui arrive d'Ottawa? Non, je ne pense pas que c'est acquis. D'ailleurs, la semaine dernière, quand on s'en était parlé, quand on a appris que le projet changeait, la réaction était quand même timide du côté d'Ottawa. On reconnaît que oui, il y a pas mal plus de chances qu'on mette de l'argent, mais on dit attendons de voir la mouture finale du projet parce qu'il a changé plusieurs fois. Attendons de voir les études d'impact environnemental. On dit attendons plusieurs choses. Donc, il est peut-être prématuré là, d'assumer qu'Ottawa couvrira 40 % de la facture, quelle qu'elle soit, parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter non plus. Oui, il y a plus de chances. Ça aide M. Legault avec son projet, mais ce n'est pas garanti. Et si je peux me permettre de dévier un peu aussi, je trouve que M. Legault, a profité du fait que ces députés de Québec n'aient pas voulu étaler leur chicane de famille sur la place publique, soit, mais je pense que Martine Biron a peut-être commis un impair en parlant d'un retour d'ascenseur. Je lisais la période des questions parce que je l'ai raté en direct. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus aussi auxquelles M. Legault n'a pas répondu et j'ai l'impression que ses propres députés, peut-être involontairement, lui ont fait une petite jambette là-dessus aussi en parlant d'un retour d'ascenseur, de projets qu'on attend à Lévis, à Québec. Je pense que ça aussi, ça risque de le hanter dans le dossier du troisième lien. Oui, Geneviève Tellier, les secousses sont nombreuses, ont quand même été fortes, et que M. Legault dise c'est une promesse brisée ou pas, en fait, peu importe, il y a un effet net chez les électeurs de cette région-là. Oui, puis j'ai l'impression, moi, que cette promesse, c'est pas juste à propos du troisième lien. C'est vrai que c'est le symbole, c'est l'image qu'on a, mais c'était aussi la promesse, je suis là pour les régions. Puis la CAQ, c'est un parti de région, c'est là qu'il s'est fait élire. La région de Lévis, par exemple, était importante, de la périphérie de Québec. Et les régions ont souvent eu l'impression qu'elles étaient délaissées par les grands centres. Mais j'ai pas l'impression qu'en disant on change notre promesse, notre promesse, c'est juste à propos du troisième lien. Je pense que les gens
dans les régions se disent, bon, on est encore abandonné. Et ça pourrait effectivement laisser des traces. Puis je comprends un peu le retour d'ascenseur. C'est quoi un peu le message qui était là? C'est, bon, ben si oui, on cède sur ça, il va pas falloir nous oublier. Il va falloir nous donner quelque chose d'autre en échange. Mais qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de solutions. Puis ça passe, j'ai bien l'impression, par un pont. Alors, c'est un peu un problème qui est insoluble. Mais oui, je le vois un petit peu plus large que juste ce lien, ce pont, ce tunnel-là dont on parle tant. Exactement. Et il y a une question de confiance aussi, de relation de confiance entre le gouvernement. Monsieur... Puis, Patrice, si vous me permettez, il y a bien une chose bien importante. Les gens de la Rive-Sud de Québec, si vous vous promenez là, c'est le royaume de l'étalement urbain, c'est le royaume de la voiture et de la grosse voiture. Ces gens-là ne veulent pas d'un tunnel de transport en commun. Le maire Le Houlier, qui a une pouls de sa population, il l'a dit bien clairement, c'est pas ça qu'on veut. Et c'est ça, ils vont peut-être le bâtir, il y aura peut-être pas. Peut-être qu'on va se retrouver avec une grosse infrastructure qui marche pas très bien parce que de l'autre côté, c'est pas ça qu'ils veulent. Puis ce qu'on relevait à Ottawa aussi, juste pour poursuivre là-dessus, c'était voyons voir qu'est-ce qu'on propose comme transport en commun parce qu'à l'heure actuelle, l'offre n'est pas débordante. Donc, est-ce que le projet est justifié dépendamment de l'offre de transport en commun qui passerait par ce tunnel-là et est-ce que les gens vont s'en servir? Martine Biron, hier, sur notre antenne, disait attendons de voir là, elle-même le sous-texte, c'est-à-dire je ne retiens pas mon souffle non plus là, avant de promettre ça à mes commettants à suivre. On revient quelques secondes, parenthèse sur hier, l'échange entre Paul Saint-Pierre Plamondon et M. Legault. Je vous fais entendre quelques extraits là-dessus aujourd'hui, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui n'est pas acceptable, une fois que j'ai gagné mon élection par 2700 votes sur la CAQ, la question de qu'est-ce qui serait arrivé si il n'y avait pas eu de dépliant, elle n'a pas de pertinence en Chambre lorsque je pose des questions sur le troisième lien. On n'est plus dans un exercice politique, on est dans un exercice visant à miner la crédibilité. Le commentaire du premier ministre en lien avec l'élection d'un collègue député était indigne et participe de la petite politique. Est-ce qu'il doit présenter ses excuses à Oui. M. Saint-Paul? Oui. Oui. Sur le fond, c'est des attaques qui sont personnelles, qui sont basses, qui ne sont pas dignes de la fonction de premier ministre. Et surtout, c'est un modus operandi fréquent là, de François Legault. Là. Quand on lance des roches, il faut se rappeler, Paul a dit qu'on avait des députés qui n'étaient pas légitimes à Québec. Ce que j'ai dit, c'est qu'il était mal placé pour parler de légitimité. Parce que, a-t-il expliqué hier en Chambre, M. Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, son opposant, a dû quitter parce qu'il y avait eu des tracts mis et enlevés, des tracts du PQ enlevés par le candidat de QS. Bon, Geneviève Tellier, est-ce que M. Legault ne marque pas un point en disant le lendemain, mais écoutez, là, ça fait partie de la joute politique, là, et oui, j'ai pas été d'une très grande gentillesse, mais en même temps, ça fait partie du jeu, Geneviève? Ben, il n'a pas été d'une très grande gentillesse. Alors, effectivement, je pense pas que ça a été un très bon moment pour Monsieur Legault. Ça n'a pas été une bonne journée. Ça a été dur. Puis je pense qu'il s'est laissé emporter. Puis s'il réfléchit, la prochaine fois, il voudra pas refaire ça. Ceci étant dit, on a bien l'impression que certains, c'était amusant d'entendre Gabriel Nadeau-Dubois parler, on a l'impression que certains sont capables de le picosser, là, en bon québécois. Savent un peu où aller le chercher pour le faire sortir de ses gonds. Donc, ça arrive pas souvent à Monsieur Legault, mais c'est arrivé hier. Puis non, je pense que c'était pas du tout excusable ou admissible. Là. Il n'aurait pas dû dire ça. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon a gagné son élection. Il est légitime très certainement et on fait pas des petites attaques comme ça. Michel C. Deux choses. D'abord, quand M. Legault a une mauvaise journée, il y a une grosse mauvaise journée. Ça fait partie de ça. Deuxièmement, écoutez, moi, je l'ai écrit. Paul Saint-Pierre Plamondon ne serait pas député aujourd'hui si la candidate de QS n'avait pas piqué le dépliant. Cela dit, il a gagné l'élection. Elle s'est retirée. Elle s'est retirée, cette candidate-là. Donc, l'élection était légitime et M. Saint-Pierre Plamondon est légitime dans son rôle de député. Ça, c'est évident. Il y a deux choses très différentes là-dedans. Puis M. Legault se sert de ce qui l'arrange. Mais quand en Chambre, tout le monde est égal, tout le monde est député d'un comté. Conclusion, Marie, là-dessus, rapide. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues. Oui, je suis d'accord avec mes collègues. C'était maladroit. M. Legault s'est emporté. C'était pas la meilleure réplique à servir à Paul Saint-Pierre Plamondon. Cela dit,
Paul Saint-Pierre Plamondon venait de dire à M. Legault que les gens de Québec et de Chaudière-Appalaches ont fait campagne sur de fausses représentations. Donc, essentiellement, ont menti aux électeurs. Donc, je trouve que la question invitait peut-être un peu une réponse dans ces eaux-là. C'était peut-être pas glorieux de servir ça de réponse à la période des questions, mais je trouve que M. Saint-Pierre Plamondon a peut-être l'épiderme un peu sensible. Je suis un peu d'accord avec M. Legault que si une attaque dans ce sens-là est faite au gouvernement, ben le gouvernement réplique dans les mêmes eaux. C'est une joute. Oui. C'est ce que vous dites. OK, très bien. Grève des fonctionnaires. M. Trudeau, c'était frappant. On va l'entendre ce matin. Parce que la semaine dernière, il a dit, jour 1, il a dit notre patience a des limites. Jour 1. Là, on est rendu jour 7. Marie, d'ailleurs, c'est vous qui avez posé la question 8, après. Oui, les deux fois. Et donc, ce matin, M. Trudeau a dit, bien, écoutez, ça négocie, tout va bien, on écoute. On est en train de continuer de faire des offres constructives. On a de l'espoir qu'on va continuer de voir des avancées, mais ça prendra le temps que ça prend. J'ai pas une patience infinie, mais je sais que nous avons des avancées de façon constructive. Donc, Marie, puis vous voulez faire remarquer, là, vous étiez impatient la semaine dernière, vous êtes patient aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Bien, je comprends pas tellement, en fait. C'est d'où ma question. C'est bizarre d'être plus impatient au jour 1 qu'au jour 8. Ce qui était frappant, en fait, c'est que M. Trudeau avait l'air plus disposé à laisser le temps aux négociations de progresser que sa ministre responsable du dossier, Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor. Elle est arrivée au caucus en se disant frustrée que le syndicat lui ramène sans cesse des offres déraisonnables. M. Trudeau lui disait « ça prendra le temps que ça prendra ». Donc, il semble y avoir peut-être une perception différente. Peut-être que Mme Fortier est plus exaspérée parce que c'est elle qui est à la table de négociation. Mais ce que j'ai remarqué aussi dans les derniers jours, c'est que Mme Fortier n'est pas toujours aussi présente qu'avant à la période des questions, par exemple. Et je me demande si il commence pas à y avoir une petite insatisfaction que ça traîne en longueur, sans nécessairement dire que c'est la faute de Mona Fortier. Mais je sens que le gouvernement est peut-être un peu insatisfait de la teneur ou de la tournure des négociations et des débats publics. Quant à la patience de M. Trudeau, moi, je m'intéresse sur la patience des fonctionnaires qui, à un moment donné, vont peut-être être tannés d'être payés 75 $ par jour. Ce n'est pas les postes les plus rémunérés qui sont en grève et je ne sais pas combien de temps, eux, vont avoir envie d'attendre. Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez? Où on en est? Oui, ben en même temps, ça fait des journées où le gouvernement n'a pas à verser des salaires, donc d'attendre un peu puis de laisser passer des journées, ça peut être bien parce qu'après, on peut offrir des augmentations un petit peu plus élevées. Donc, il y a peut-être un petit peu cette stratégie-là. Mais ce qui me surprend le plus, puis moi aussi, je suis un peu comme Marie, c'est-à-dire que je me pose un peu la question pourquoi ce changement de ton de M. Trudeau, mais j'ai l'impression qu'il essaie de se mettre un peu au-dessus de la mêlée. Les mots sont durs en ce moment là entre le syndicat et Mona Fortier. Les deux s'accusent de mauvaise foi, de mal négocier. On est à la case départ et ça joue dur ici. Et donc, j'ai l'impression que M. Trudeau se met un petit peu au-dessus de la mêlée pour dire non, inquiétez-vous pas, on va régler ça. Puis, il va éventuellement peut-être être l'arbitre. D'ailleurs, le syndicat l'a interpellé hier puis il a dit, ben c'est vous qui devriez négocier, pas Mme Fortier. Alors, je pense que pour lui, c'est de se mettre en position de recul, mais de façon avantageuse, de voir aussi comment ça se déroule. La population est pas si mécontente que ça non plus. Oui, on parle des rapports d'impôts, mais il n'y a pas encore une grande populaire non plus qui se manifeste. Alors, il y a peut-être un peu de temps là, qui joue, que le gouvernement peut utiliser. Et on a connu pire pour les passeports, Michel C. Oui, c'est ça. Il y a un petit côté bonne police, mauvaise police là-dedans. Là. C'est de bonne guerre. Cela dit, il ne faut pas oublier, là, les rapports d'impôts, quelque chose comme 90% arrivent de façon électronique maintenant. Oui. Alors, il n'y a personne qui regarde un feuillet d'impôt actuellement. Là. C'est pas grave. Okay. Les passeports, c'est pas encore trop grave. Mais à un moment donné, ça va le devenir et ils ne veulent pas se retrouver dans une situation de passeport comme l'autre fois. Donc, il va y avoir une loi spéciale un de ces jours, mais peut-être pas tout de suite. 4,1 milliards, je saute à l'autre sujet, pour les langues officielles, pour aider le français qui est menacé au Canada, mais aussi une portion qui ira pour la langue anglaise en statut minoritaire au Québec. Tour de table, ça a été annoncé aujourd'hui dans ce plan d'action. Marie, je commence avec vous. Bien, sur le 20 je ne suis pas certaine si on s'énerve avec raison. En fait, ce
qu'on dit, c'est que 20 c'est la proportion qui traditionnellement est réclamée dans des appels de projets, donc ça devrait être dans ces eaux-là, mais que c'est pour de l'aide à l'emploi qui peut passer par de la francisation et de l'aide pour le français langue seconde. Donc, c'est pas de l'argent pour la langue anglaise précisément, c'est de l'argent pour les communautés anglophones. Cela dit, c'est peut-être pas le message que le gouvernement voulait donner aujourd'hui. Je pense qu'ils sont pas très contents de la couverture. Mais ce que je remarque, c'est qu'à Québec, on n'a pas l'air particulièrement énervé. Non. Donc, je suis pas sûre que ça va faire une si grosse tempête que ce qu'on présage aujourd'hui, là. Geneviève, un mot là-dessus. Oui, mais en même temps, il n'y a pas d'argent pour les francophones au Québec, puis je pense que c'est ça le problème. Alors, je veux bien... c'est un programme de protection des langues officielles, donc c'est protéger les langues qui sont menacées. Je suis pas sûre que l'anglais soit menacé au Québec. Qu'on veuille aider les anglophones à apprendre davantage le français, oui, c'est bon. Je pense que ça peut être une bonne politique, mais je pense que ça va être ça le principal problème du gouvernement Trudeau, c'est de dire on reconnaît la fragilité du français, mais en même temps, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire pour le français au Québec. Michel. L'important, c'est d'arrêter la fausse égalité entre l'anglais au Québec et le français dans le reste du Canada. Si M. Trudeau père avait vu ça, il aurait fait une syncope. Alors donc, l'avancée, elle est là. Après ça, les ratios de combien on donne d'argent, puis est-ce que les anglophones du Québec ont besoin d'argent? Ben, des fois, oui, parce qu'ils sont pas capables de trouver des profs, des choses comme ça. Mais la révolution là-dedans, c'est le fait qu'on dit qu'il y a une seule langue qui est menacée au Canada, ça s'appelle le français, c'est pas l'anglais. Ce qu'on ne disait pas avant. Merci beaucoup, Marie, Michel, Geneviève. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.